Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mystique. Et en fait, je devrais dire bienvenue au dernier podcast Mystique. Donc, c'est le dernier épisode, la dernière météo astrale que nous allons enregistrer. Ce mois-ci, je vais être accompagnée de Gabrielle Oignon et Maude Vallière. Donc, si vous voulez plus d'informations sur eux, leurs services, ce qu'ils font, toutes leurs initiatives, vous pouvez aller voir dans les notes du podcast. Mais de mon côté, j'ai pris la grosse décision de clore ce chapitre-là. En fait, ça fait maintenant 5 ans que j'ai un podcast qui a vécu plein de hauts et de bas, plein de transformations. Ça a été comme toute une aventure. Puis, vous le savez, depuis presque 1 an, je me questionne beaucoup sur ce que j'ai envie de faire avec le podcast. Et intuitivement, j'ai vraiment le gros feeling que pour lui redonner naissance ou pour, j'ai envie de dire, créer un renouvellement, une métamorphose dans mes offrandes, dans ce que je fais dans mon travail, j'ai besoin de clore des chapitres en ce moment. Donc, c'est pour ça que je prends la décision de mettre un terme au podcast Mystique, au météo astral. Et c'est un choix qui était très difficile à faire parce que je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient attachées au météo astral. J'ai reçu beaucoup de beaux mots, de beaux commentaires, surtout depuis que j'ai décidé de le fermer. La vie fait drôlement les choses. Je pense que quand on prend ce genre de décision-là, qu'on fait un saut dans le vide comme ça, parce que ça vient avec de la peur, avec de l'insécurité, etc., c'est dans ces moments-là que la vie nous teste, puis elle nous dit « T'es sûr que tu veux l'arrêter? T'es sûr que tu veux faire ça? » Mais ma réponse reste la même. Je suis encore habitée par cette certitude-là et cette confiance-là que l'espace qui va être créé par la fermeture du podcast va être riche, va être fertile. Fait que ça va être d'autres choses. Je sais juste pas encore ça va être quoi. C'est un petit peu ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la météo astrale du mois de janvier. C'est un épisode très chunky, très astro-nerd, j'ai envie de dire aussi. Beaucoup de rabbit hole, parce que je suis quand même avec 2 bons nerds d'astrologie, Maude et Gab. Donc, on est allé loin là-dedans. Puis, j'aimerais aussi mentionner que si jamais vous voulez travailler avec moi au cours des prochaines semaines, oui, parce que le temps avance vite, j'offre une série d'ateliers au mois de janvier, le passage, donc un rituel de tarot, un cours d'astrologie ainsi qu'un rituel en mouvement de yoga et astrologie. Puis c'est fou parce que juste depuis que j'ai pris la décision de mettre un terme au podcast, l'espace que j'ai à l'intérieur de moi-même, puis la passion renouvelée que j'ai pour la création de cours, d'ateliers ou juste d'initiatives, j'ai envie de dire, est vraiment là. Puis ça me fait tellement du bien. Je me sens créativement vraiment empuissancée, en fait. Je vais le dire comme ça, je me sens vraiment plus alignée avec ma zone de génie. En fait, c'est que je pense que le podcast, de la manière qu'il était maintenant rendu, m'amenait tellement dans ma tête et m'a beaucoup déconnectée de mon intuition. Donc, depuis que j'ai pris la décision de fermer ça, je me sens beaucoup plus dans un équilibre tête, cœur et intuition. Donc, bref. Le passage, 3 ateliers. Vous pouvez faire un des 3 ou les 3. Et on a aussi la formation Zodiac qui va être donnée au mois de février, au mois de mars. Donc, c'est un 6 semaines, 3 modules, 2 semaines par module. Donc, pour chaque module, c'est un cours magistral et un cours de pratique qu'on appelle des laboratoires. Donc, si vous voulez entendre parler des nœuds lunaires, par exemple, qui est vraiment un concept central à l'astrologie évolutive et qui m'a grandement aidée à prendre la décision pour ce que je faisais avec ma carrière, mon travail, le podcast. Ça va être le premier module.
Le deuxième module va porter sur... non, ça, c'est le deuxième module, les nœuds lunaires. Le premier module, c'est les aspects. Et le troisième, c'est vraiment la méthodologie. C'est quoi les étapes pour lire une carte du ciel pour que vraiment vous ayez comme un plan à suivre, une marche à suivre pour vous lancer dans une lecture assez complète de votre carte du ciel. Donc, merci à toutes les personnes au fil du temps qui m'ont écouté, qui m'ont encouragée dans ce projet-là. Quand je l'ai commencé, ça fait longtemps, c'était disponible juste sur SoundCloud. Ça vous donne une idée, tu sais. Je pense quand même que je vais peut-être faire un petit épisode de mon salon de clôture pour fermer ça en beauté puis répondre à vos questions si vous en avez. Donc, d'ici là, écoutez, l'épisode est déjà assez long. Je vais clore là-dessus et vous permettre de nous écouter nerder sur l'astrologie pendant 90 minutes. Donc, à très bientôt tout le monde. Pour la première fois du podcast Mystique, je suis en minorité. Je suis la seule astrologue évolutive et je suis avec 2 astrologues traditionnels. Maud et Gabriel, bienvenue. Notre plan a fonctionné. Yeah, c'est le traditional takeover. C'est drôle, hein, parce que je vous l'avais partagé, je pense, de manière plus personnelle, mais au mois de mars, je pense, dernier, je suis allée à une conférence d'astrologie aux États-Unis et c'était fou de voir je ne vais pas dire le conflit, mais comme la séparation entre les astrologues traditionnels puis les astrologues modernes. C'était vraiment comme il y a de l'amertume. Tu sais, comme c'était vraiment 2 gangs à part qui ne s'aimaient pas. Puis je me disais, hey, c'est tellement pas ça que je ressens au Québec, de 1. Puis de 2, je veux pas que ça devienne de même aussi non plus. Hein, t'sais. Je me sens pas séparée, moi, nécessairement. J'ai l'impression que mon astro est tellement traditionnel appliqué à l'ère moderne que il n'y a pas tant de grosses différences à part des techniques, là, tu sais, au final. Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'ultimement, il n'y a pas de bonne réponse non plus. C'est de comprendre que les 2 approches sont complémentaires. Mais les 2, je dis 2, là, mais il y en a vraiment plein d'autres. Beaucoup plus que ça. Si on parle de la manière de diviser les maisons, tout ça, on peut aller large. Mais c'est ça, tout a sa source, tout a son raisonnement. Puis je pense qu'on a plutôt à apprendre mutuellement un de l'autre, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les planètes modernes dans un système traditionnel, ce qu'ils n'avaient pas accès à l'époque. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'enrichissant. Puis, j'aime beaucoup mon professeur, il parle souvent de regarder dans le passé pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça dans le futur, en fait. Parce que c'est pas de savoir est-ce que c'est le traditionnel ou le moderne qui a raison, c'est quoi la résultante de ces 2 choses-là, en fait. Mais moi, ce que j'observais aussi en allant voir des conférenciers puis des conférencières plus d'astrologie traditionnelle, il y en a qui sont, tu sais, qui sonnent plus comme vous, tu sais, qui sont plus flexibles puis plus malléables, j'ai envie de dire, dans leur approche, mais il y en avait quand même qui représentaient un petit peu plus même le pan conservatisme politique qu'on voit, tu sais, cet attachement-là aux traditions, cet ancrage-là dans le passé puis le refus que quoi que ce soit change. Puis c'est là que ça crée vraiment comme beaucoup de débats puis beaucoup de tensions, en fait, entre ceux qui voient l'astrologie progresser avec le temps, puis changer, puis s'adapter, puis ceux qui sont très... voyons, le mot depuis tantôt me manque, là, mais qui sont juste très conservateurs. À cheval sur leurs idées ou à cheval sur les principes, puis ce qui a été, puis c'est ça. Puis moi, ça m'a fait capoter. Puis on se dit, Geneviève Boulet, avec qui j'étais à ce moment-là, qu'on se demandait si c'était pas aussi emprunt un peu du climat politique aux États-Unis, tu sais, cette tendance-là à séparer en 2 pôles, puis à voir les autres comme étant le contraire de soi, puis eux, ils n'ont pas raison, nous, on a raison, tu sais, fait qu'on se questionnait, on a eu des grosses questions là-bas là-dessus, mais bref, on est un beau melting pot dis-je, d'astrologues aujourd'hui, pour parler de la météo astrale du mois de janvier. Mais avant d'aller plus loin, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour savoir comment votre mois de décembre s'est passé. Je tiens à dire que présentement, on enregistre ça pendant la rétrograde de Mercure. Nous, on est wild de même, des astrologues. Hein? On fait ça. La lune en poisson conjointe à Neptune. Ah ouais? Ça va être space, OK, aujourd'hui. Ça va être très space, mais inspirant peut-être. Hein? Oui.
Mais donc, on peut commencer avec toi, Maude. Comment ça s'est passé ton mois de décembre? Ouais. Ta saison Sagittaire. Toujours un gros mois, c'est dans ma maison 3. Puis on avait Mars qui était en Sagittaire. Puis moi, Mars, dans ma carte ciel, c'est mon maléfique parce que je suis née de jour, technique d'astrologie traditionnelle. Puis à chaque année ou à chaque fois que je vis ce transit-là, c'est tout le temps l'idée d'être dans l'excès, de brûler la chandelle par les deux bouts. Tu sais, la maison 3, c'est souvent mon environnement, mon quotidien, les échanges que j'ai avec les autres. Puis à un moment donné, j'étais juste saturée. Fait que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Sinon, aussi au niveau de Vénus en Scorpion, cette année, je suis dans une année de profection annuelle de Vénus, gouvernée par Vénus. Je suis aussi ascendant Balance, fait que mon maître d'ascendant, c'est Vénus. Fait que les transits de Vénus m'affectent vraiment beaucoup. Puis le transit de Vénus en Scorpion, c'est Vénus dans un signe de Mars. Fait que vraiment, c'est Vénus en détriment. C'est un petit peu plus difficile pour moi quand que je vis ce genre de transit-là. Puis cette année, on dirait que ça s'est présenté vraiment dans une certaine affirmation de soi, par rapport aux thématiques de la maison 2, mes ressources, ma valeur, les finances. Fait que c'était vraiment d'apprendre à nommer les choses puis à affirmer ma valeur par rapport justement à mes ressources puis à comment je me perçois moi-même. Fait qu'il y a beaucoup de transitions en ce moment, beaucoup d'intensité. On va espérer un 2024 plus tranquille. C'est ça qui est cool parce que les deux, on a le même ascendant. Ouais. Ça veut dire que quand on vit des transits, parce que pour ceux à la maison qui ne le sauraient pas, c'est que c'est l'ascendant qui va nous dire, quand on parle d'un transit astrologique, dans quel secteur de notre vie on le vit. Donc, quand on a des amis qui ont le même ascendant que nous, c'est le fun de se parler entre nous pour savoir, hey, toi, cette pleine lune-là qui tombait dans la maison 4, on va dire, la maison de la famille, du foyer, comment tu l'as vécu? C'est quoi de quelle manière ce thème-là a été illuminé un peu dans ta vie? Fait que nous, pas mal tous les transits, on les vit comme dans le même secteur. Fait que moi aussi, c'était la maison 3, tu sais, qui est la communication, les opinions, comment on réfléchit. Puis, j'ai tellement trouvé ça intense, là. Et on dirait que là, je me gauge à savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. J'essaie de rester diplomate aussi, mais pour moi, ça a été une saison de Sagittaire super confrontante. En lien avec des idéologies avec lesquelles j'étais pas d'accord. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça. La pleine lune en Gémeaux, pour moi, ça a été une chicane dans des commentaires Instagram. Oh boy! Ça peut-tu être plus... Puis pas juste ça, mais Sagittaire, tu sais, qui est comment on élargit notre esprit, la rencontre de d'autres cultures, qui était très basée sur des idéologies qui différaient drastiquement en raison de notre background culturel, religieux et mes valeurs féministes. Tu sais, fait que c'était un peu la confrontation de ces idéologies-là qui... que c'est un peu comme, let's agree to disagree. Genre, il n'y a pas de bonne réponse ici, puis on n'est clairement pas alignés avec la même vérité. Fait que c'était très confrontant, puis ça me laissait comme un petit goût dans la bouche pour le restant de la saison du Sagittaire. Je peux pas dire que je l'ai encore complètement process, parce que j'ai trouvé ça très, très confrontant. Ouais, tout ce qui vient confronter un petit peu... mes valeurs féministes, c'est très difficile pour moi de faire passer la pilule, j'ai envie de dire. Fait qu'il y avait ça dans ma maison 3. Que j'ai la maison 9, tu sais, la maison 9, c'est aussi notre philosophie, nos croyances. Fait que c'est clairement ça, pleine lune en Gémeaux dans ta maison 9. Oui, puis tu sais, ça a même fait en sorte que j'ai dû revoir certaines de mes associations, tu sais, certaines gouvernées par Jupiter en maison 8, tu sais, certaines de mes associations financières, j'ai envie de dire aussi. Tu sais, certaines compagnies avec qui j'étais affiliée que, tu sais, même si je respecte amplement la compagnie, la personne, c'est dire, moi, mes valeurs sont pas là, puis je suis plus à l'aise d'être en alignement avec ça. C'est très cryptique, ce que je dis, là, mais bref, c'est très, très, très confrontant comme saison du Sagittaire. Quelque chose de moins confrontant, mais de très maison 3. Je me suis découvert une passion pour les livres audio. J'ai vu que sur la plateforme audio de Radio-Canada, ils ont plein de livres gratuits qu'on peut écouter. J'ai écouté Haute Démolition de Jean-Philippe Barguérard, qui est super bon en livre audio. Et j'ai écouté Royal aussi. Puis l'autre que j'ai écouté, c'est Là où je me terre de Caroline Dawson. Puis ce qui est vraiment merveilleux, c'est que la manière qu'ils ont été enregistrés, ces livres-là, c'est comme des pièces de théâtre, en fait, parce que chaque personnage a sa propre voix.
Fait que ça s'écoute vraiment bien, c'est le fun. Puis j'avais envie de le dire parce que c'est des beaux produits québécois qu'on a qui sont accessibles gratuitement. Je sais qu'on peut les louer gratuitement dans les bibliothèques aussi, les livres audio. Puis il y a aussi l'application Nara, où est-ce que Nuit Magique est disponible. Je dis ça comme ça. Donc ouais, c'est ça. C'était comme des choses que j'ai relevées un petit peu qui étaient très Maison 3 dans ma vie. Puis je pense que j'en oublie, mais c'était très axé vers ça. Mais la Maison 3, c'est toujours ça. Hein. Moi, j'appelle ça le junk drawer du ciel. Là, on dirait que c'est tellement d'affaires. C'est genre le tiroir où est-ce que tu garoches tout, puis t'es comme, oh shit, attends, faudrait que je referme, parce que je sais pas trop c'est quoi le tiroir, finalement. Mais ouais, c'est normal que ça aille un petit peu all over the place, des affaires comme ça. Ouais, puis toi, Gab? Moi, c'est ma maison 12, fait que c'est pas mal plus tranquille, mais quoique, hein, je veux dire, ça a été une saison du Sagittaire très dans l'introspection, je dirais. Moi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai repris ma thérapie avec ma psychologue, fait que continue d'aller là-dedans. Fait que je viens faire beaucoup de nettoyage dans la manière que j'ai de m'exprimer, d'aller contempler les automatismes ou les croyances, les choses sur lesquelles je me suis construit, en fait, de me permettre de les déconstruire. Ce qui vient être assez challengeant. Mm-hmm. Mais ça fait du bien. Je suis bien entouré pour faire ça, tu sais. Puis sinon, je dirais que ça a été, un peu en parallèle de ça, une saison nostalgique. Où est-ce que je suis retourné dans des souvenirs, tu sais, comme d'il y a 10-15 ans, tu sais, de revoir ces choses-là, de me reprojeter dans ces souvenirs-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire ça. Puis de voir, en fait, où est-ce que j'ai été, mais avec, genre, le 10-15 ans d'expérience qui m'a amené à aujourd'hui, tu sais, fait que ça me donnait des perspectives différentes. Fait que, moi aussi, c'est cryptique. Maison 12, c'est un petit peu comme ça, tu sais, mais... Mais oui, de l'évolution de conscience. On se permet de grandir un petit peu. Fait que c'est toujours le fun. Mais tu parles de retour en arrière. On ne l'a pas fini, ce retour en arrière-là, étant donné qu'on enregistre ça pendant la rétrograde de Mercure. Ça va continuer jusqu'au début du mois de janvier. Donc, si vous écoutez cet épisode-là dans les derniers balbutiements de l'année, vous êtes encore dedans, on est encore dedans, mais très bientôt, on va crever l'abcès, aller vers quelque chose d'autre, embarquer dans la saison du Capricorne aussi. Puis ça, c'était une des choses qu'on n'avait pas nommées pendant la saison du Sagittaire le mois dernier, pendant l'épisode qui portait là-dessus, puis qui fait un peu écho à ce que je disais un peu plus tôt, mais j'ai l'impression d'avoir touché à l'ombre du Sagittaire durant les dernières semaines. Tu sais, le côté très preacher, prêcher, prêcher les bonnes choses, les vertus de la vie. Puis je réalise à quel point je suis troublée, on va dire, ou très peu confortable avec cette tendance-là qu'ont certaines personnes de voir certaines anecdotes ou leurs croyances comme une vérité absolue. Fait que ça, je trouvais que c'était une onde Sagittaire qui était très, très forte, autant dans des interactions que j'ai eues que même avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde fait son petit Sagittaire un peu, de dire comme, ben, moi, j'ai la vérité et moi, je la prêche. C'est vrai pour moi et c'est la vérité pour tout le monde ici présent qui m'écoute, tu sais. On gagnerait à aller voir un petit peu plus le Gémeaux puis à s'ouvrir aux multiples perspectives, tu sais. Ben écoute, en 2024, à partir du mois de mai, on va avoir Jupiter en Gémeaux. J'ai hâte. Fait que peut-être que ça va nous aider justement à faire la paix ou à faire la paix avec l'idée de faire cohabiter différentes opinions dans une même réalité, tu sais. Mm-hmm. J'en doute, honnêtement, là, mais... J'allais dire, moi, je trouve que Jupiter en Gémeaux, ça va peut-être nous amener un afflux important d'informations, de données, de data, puis je dirais, profitons des derniers moments qu'on va avoir de Jupiter en Taureau pour s'ancrer, tu sais. Je pense qu'en ce moment, peut-être pourquoi on tombe un peu plus dans le prêchage, c'est parce que la rétrograde de Jupiter n'est pas terminée non plus en ce moment. Vrai. Donc, vraiment, au début de l'année prochaine, on va comme avoir un bon souffle qui va faire du bien. Mais là, en ce moment, on manque de perspective, j'ai l'impression, parce qu'on est en train de l'acquérir. Ouais. Puis après, on va pouvoir se faire une idée un peu plus claire. Jusqu'à temps que Jupiter aille en Gémeaux, puis que peut-être qu'il y ait beaucoup d'informations qui sont peut-être manquantes en ce moment. Je me dis, comment on peut avoir plus d'informations, man?
Il faut se couper à un certain moment donné. J'ai la misère à voir ça, mais tu sais, si on y va vraiment textbook astrologie, genre 101, qu'est-ce que ça voudrait dire Jupiter en Gémeaux? C'est comme une abondance d'informations, tu sais. Ouais. Avec Pluton en Verseau aussi, là, ça va faire comme beaucoup d'air, j'ai l'impression. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'aimais bien. J'entendais quelqu'un parler de ça, comme quoi le signe du Gémeaux, c'est un signe plus rationnel, puis Jupiter est une planète d'abondance. Donc, tu sais, c'est comme on se met dans un carcan cartésien, mais on veut dépasser ces limites-là, tu sais. Fait que c'est là qu'il y a un petit peu d'inconfort aussi. Ah, j'aime ça. Tu sais, je sais pas, mettons, l'image qui me vient, c'est, tu sais, en tout cas, à l'époque, il fallait défragmenter nos ordinateurs, tu sais. Ah oui. Wow, tu me sors de ce que je connais. Hey, je sors des... Défragmenter un ordinateur, j'ai aucune idée c'est quoi. Bref, c'est comme... je vais dire n'importe quoi, là, mais genre démagnétiser l'ordinateur pour lui permettre de faire du ménage dans sa structure pour qu'il puisse mieux fonctionner après. OK, wow. OK. Bref, mettons, aujourd'hui, là, fais du ménage dans ton Google Drive, puis après ça, tu vas avoir les idées un peu plus claires, tu sais. Quand tu vas faire une recherche, tu vas pas avoir plein de bruit, tu sais, de choses que tu es comme, hey, ça fait 5 ans que j'ai pas regardé cette affaire-là, ça me sert à rien, tu sais. Fait que faire un peu de ménage, ça va nous aider. OK. Dans notre cloud. C'est ça. Je viens de m'actualiser de 20 ans. Oui, c'est ça. Des fragmentations des années 90. Écoute. All right. Ben, avant de plonger un peu plus dans la météo astrale du mois de janvier, il y a quand même certains sujets du mois passé qu'on voulait aborder. J'ai eu beaucoup de conversations avec des travailleuses du secteur public qui sont en grève en ce moment. By the way, je vous vois. Je pense vraiment à vous. Je vais parler pour moi, parce que je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais vous avez tout mon soutien, en tout cas. Je l'avais déjà dit, mais si vous voulez faire le passage, que vous avez de la difficulté financièrement pour X raisons en ce moment, écrivez-moi un message direct, puis on va s'arranger. Donc, bref, je voulais dire ça. Mais on voulait quand même aborder la situation d'un point de vue de l'astrologie parce que ça nous a été demandé et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en grève qui écoutent le podcast Mystique. Alors, on va parler de ça. Gab, tu avais relevé certaines informations intéressantes par rapport à les transits astrologiques en ce moment et comment ça se contextualise dans la carte du ciel du Québec. Oui, exact. Donc, un des transits qu'on associe souvent à des grèves ou des mouvements syndicaux, c'est Uranus en taureau. Uranus en taureau, il nous reste encore quelques mois, une année et quelques mois peut-être de ce transit-là. C'est sûr qu'on n'est pas en grève depuis le début de son entrée. C'est juste que c'est une thématique qui revient souvent. Tu sais, je l'ai relaté au Québec. Si on recule en arrière, on peut voir que dans les années 40, il y avait aussi beaucoup de grèves qui étaient manifestées au niveau de l'aluminium ou il y avait aussi un peu plus au Canada, parce que la carte du Canada et du Québec se ressemblent, tu sais, mais il y avait aussi tout ce qui a trait aux mines ou à l'acier, bref, ce genre de choses-là, tu sais. Et puis, donc, c'est des mouvements de masse. Uranus, une planète qui vient déranger, qui vient bouleverser le statu quo. Ouais. Et donc, on vient bouleverser les fondements un petit peu de la société. En l'occurrence, en ce moment, la santé et l'éducation. C'est un peu comme les underdogs, j'ai l'impression. Tu sais, Uranus, c'est pas les gens qui ont le pouvoir dans la société. Tu sais, c'est ceux qui travaillent pour ce pouvoir-là, qui essayent de s'insurger un peu ou de reprendre du pouvoir. Désir de renverser les choses un peu. Là, exactement. Exact. Et puis là, ben, ce qui arrive en ce moment, ce qu'on s'approche de plus en plus, je pense que ça va être en avril l'année prochaine, c'est la conjonction de Jupiter et d'Uranus. Jupiter qui est une planète qui vient augmenter, qui vient amplifier les choses. Donc, on vient amplifier un peu ce mouvement-là. Ou ce désir, en fait, d'avoir des meilleurs salaires, d'avoir des meilleures conditions, que les choses changent, tu sais. Ouais. Et puis, donc, ça, c'est un des transits qui est vraiment signature, en fait, de ce qui se passe en ce moment. Puis si on regarde aussi au niveau du Québec, Saturne est en train de transiter dans la maison 6, qui est une maison qui fait office, qui a plutôt comme signification le travail, la routine, la guérison, un petit peu, tu sais, la santé physique, le service, tout ça. Donc, les gens qui sont de service aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, Saturne, qui est une planète justement un peu plus autoritaire, limitante, qui peut nous proposer des défis importants à surmonter, qui nous demande aussi d'avoir une certaine résilience. Tu sais, on s'entend qu'en ce moment, c'est un peu ça la thématique. Donc, il vient avoir une genre de pression, en fait, à ce niveau-là. Et puis, dans la carte du Québec, il y a donc Saturne qui est en Poisson et qui fait opposition au Mars natal. Donc, Mars qui est une planète d'agressivité, de colère, de conflit,
qui a aussi, tu sais, comme ses penchants créatifs, puis qui a cette volonté d'action. Donc, on a comme cette signature-là qui vient montrer le désir de monter aux barricades, de venir crier haut et fort qu'est-ce qui n'est pas juste ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour nous, de faire un affront d'une certaine façon. D'affirmer ce qu'on veut, tu sais. Exact. D'affirmer son... Tu sais, pour moi, Mars, c'est aussi le droit d'exister. Genre, j'ai le droit d'avoir ces désirs-là, ces besoins-là, puis de les assumer, de les affirmer. Oui. Fait que d'avoir justement Saturne qui s'oppose à Mars, c'est comme, OK, je vais affirmer ça, mais ça se confronte à l'autorité, à des blocages, à des obstacles, à un besoin de faire preuve de résilience, comme tu dis, mais c'est... Puis de tenir le... tout à fait. De tenir le coup aussi, parce que c'est comme une... là, juste le mot en anglais, là, mais attrition, tu sais, c'est comme... qui va aller au bout de ses ressources en premier. Ouais. Okay. Parce qu'on comprend que la situation au niveau des gens qui sont en grève n'est pas facile, au niveau monétaire, au niveau familial. J'imagine qu'il y a comme une pression qui est à prendre en compte. Il y a plein d'enseignantes, mères monoparentales ou pas, qui font affaire avec les banques alimentaires en ce moment là, pour passer à travers cette grève-là. Là, c'est quelque chose. Là. Et c'est la même chose de l'autre côté, où est-ce que le gouvernement, comme à quel point il peut se permettre d'alimenter, en fait, ce conflit-là, de ce manque de solutions. Ou, bref, c'est les transits que je voyais qui étaient vraiment importants, en fait, dans le ciel pour le Québec et puis dans nos transits. Puis c'est intéressant de se dire qu'à partir de l'année 2024, on a définitivement Pluton, la planète des transformations profondes, qui va entrer dans le signe du Verseau, qui, dans la carte du ciel du Québec, serait en maison 11. Fait que pour moi, c'est le tissu social, c'est nos institutions, puis c'est comment est-ce qu'on... c'est tout, en fait, nos infrastructures sociales qui se préparent à vivre d'énormes transformations au cours des 20 prochaines années, qui est la durée du transit de Pluton. Puis c'est une des choses que je discutais très rapidement sur le Astro-Véro, le spécial à Rouge FM que j'ai fait avec Véronique Cloutier. Puis, tu sais, une des choses qui revenait toujours dans ce que je disais, puis que pour moi est tellement fort, avec Uranus en Taureau, avec Pluton en Verseau, puis j'en passe, là, c'est pouvoir au peuple. Tu sais, c'est comme, il y a des choses qui ne passeront plus, puis il va y avoir des transformations majeures qui vont être obligatoires, qui n'auront pas le choix de se passer parce que ça ne tiendra plus, en fait. Oui. Puis, tu sais, là, je sais pas si je pousse un peu la signification ou d'aller lire les transits, mais Pluton qui va entrer en Verseau dans la maison 5, la maison 5 qui parle des enfants. Tu sais. Puis même si on y va à un niveau plus mondial, quand on regarde une carte de province, par exemple, ou de pays, tu sais, c'est la jeunesse, en fait, c'est les enfants. Donc, il y a peut-être une forme de révolution, une forme de changement qui peut s'opérer du point de vue de l'enfance. Tu sais. Là, je mets un peu plus de penchant vers l'éducation, tu sais, mais... Dans ta carte du ciel du Québec à toi, l'ascendant est Bélier ou Balance? Balance. Toi, tu l'as pris Balance? Okay. Oui. Moi, je l'ai pris Bélier. Tout dépendant si c'est à minuit ou à midi. Mais ça, c'est... Oui, c'est ça. Moi, je l'ai pris à midi. Oui, je l'avais mis à minuit. Minuit, il y a plusieurs options là, à savoir mais c'est quoi. C'est tellement intéressant parce que c'est une conversation qu'on a eue rapidement, tu sais. Puis dans la tête de plusieurs personnes, ça c'est un débat qu'on pourra avoir un autre jour, là, mais il y a beaucoup de gens qui disent ben ça fait tellement sens que le Québec soit ascendant Balance parce que même au Canada, au Québec, on est perçu comme étant tellement gentil, tu sais, comme on est facile d'approche, on est bonasse un petit peu, tu sais, tout ce côté-là, de la manière que le Canada est perçu aussi, ou le Québec, parce que la carte du ciel est basically la même, là, on s'entend. Oui. Ou de dire que, tu sais, on est les casques bleus, on est ceux qui prônent la paix, etc. Puis, j'avais lu sur un blog d'astrologie que la personne, elle, défendait que, en fait, le Canada et le Québec sont ascendants Bélier parce qu'avant d'avoir ce côté-là très peacekeeper qui représente les Canadiens, ben on est des colons avant tout, tu sais. On est des trailblazers, on rentre avec tous les génocides qu'on a fait aussi en tant que colons blancs, tout ça. Ça représente beaucoup plus l'archétype du bélier. Fait que dans les deux cas, je peux voir que ça marche. C'est autant le Québec avec un ascendant bélier qu'un ascendant balance. Excuse-moi, tu m'en vas sur un rabbit hole en ce moment. Là. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est comme, on pourra en parler longtemps. Ça pourrait être un épisode juste sur comme la carte du ciel du Québec. Ça serait très intéressant de faire ça. Oui.
on n'est pas obligé de rajouter quoi que ce soit, mais bref, pour ceux qui se demandaient, on a ce... Bref, moi, j'utilise la carte du ciel avec un ascendant bélier. Mais... Je suis pas du tout attaché, en fait. Tu sais, j'avais lu, puis je trouvais que ça faisait du sens. Oui, c'est sur l'axe. Mais je trouvais que ça faisait du sens que ça soit effectif à minuit. Même j'avais vu du monde qui disait minuit 1, parce que traditionnellement, l'Angleterre permettait à ses colonies de devenir des pays ou des confédérations la journée à minuit 1. OK. Donc, bref, on sort du rabbit hole. On revient dans la réalité. Mais en fait, on va rentrer dans un autre rabbit hole. OK? Je sais pas si vous êtes prêts. Je sais pas si on s'en allait à quelque part avant. Avec tu sais, comme mettons qu'on finit sur l'idée que, du point de vue que Québec a un ascendant balance. Oui. Les enfants. Les enfants restent un enjeu. Et puis aussi, Saturne, dans cette carte-là, maîtriserait la maison 4 et la maison 5, donc les enfants et les fondations de la société. J'ose croire, comme ça c'est mon espoir, qu'en 2024, Jupiter en Gémeaux pourra amener des cadeaux aux gens dont le métier est de passer l'information. Les enseignants, les journalistes, etc. Fait que j'ai ce petit côté-là aussi d'espoir, malgré que ça, c'est juste au mois de mai, parce que la question que les gens se posent, là, sont comme, OK, c'est super cool, votre rabbit hole, la gang, là, de l'astrologie des grèves, mais quand est-ce que ça finit, cette histoire-là, tu sais? Selon vous, on va savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est quand ça va se passer? Tu sais, je pense que c'est ça, la question que les gens se posent. Toi, tu avais une petite idée sur le sujet? Tu veux qu'on se prononce là-dessus? Ben, tu sais... Écoute, moi, je tiens juste à dire que je ne suis pas assez informé pour faire un jugement éduqué sur la question. Je ne suis pas les nouvelles, etc. Mais mon guess... Ton guess! Pour le fun. Pour le fun, mettons. Je trouvais que... puis je ne vais pas décourager personne non plus avec ça, mais la mi-janvier me semblait être une date opportune. Du moins, peut-être qu'il y aurait de l'avancement, peut-être qu'il y aurait une résolution. Mes réflexions par rapport à ça, c'est que on va avoir terminé la rétrograde de Mercure. Jupiter aussi va avoir fini sa rétrograde. Et puis, Mercure va aller faire un sextile avec Saturne dans le ciel. Ce que je trouve être un transit qui ouvre la porte à une restructuration. Tu sais, la communication est plus fluide. Il y a des enjeux. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais je trouve qu'il y a du positif à travers tout ça. Ça serait tellement pas surprenant que les choses se règlent pas pendant les vacances, là, tu sais, je veux dire. Ça serait surprenant. Ça pourrait être après. Moi, je suis tombée dans un autre rabbit hole. Je sais pas si vous êtes prêts à... Moi, j'en ai un autre après, fait que... Ça va s'appeler le podcast des rabbit hole. Puis, moi, je me suis dit, hey, François Legault, on va aller voir sa carte du ciel. On va aller checker ça. Fait que là, je suis allée voir la carte du ciel de M. Legault. Papa Legault, Soleil en Gémeaux. C'est pas surprenant. Et j'espère que ça va pas en sorte que vous allez pas aimer tous les Gémeaux, OK? Il y a plein de bons Gémeaux sur la planète. C'est pas parce que Donald Trump et François Legault ne sont pas dans la même catégorie, on s'entend, là, mais quand même. Ils sont Gémeaux qu'il n'y en a pas des bons. On les aime, les Gémeaux. Ceux-là, un peu moins. Donc, Soleil en Gémeaux, Lune en Bélier ou en Taureau, dépendamment. Ascendant inconnu. Votre guess, mettons. François Legault, Lune en Bélier ou en Taureau? Taureau. Taureau, toi? Ouais, il y a comme une vibe on reste ancré, là. Pour moi, je le vois pas comme un pionnier qui va vers l'avant, mettons. Là. Ouais. J'allais abonder dans le sens de pionnier juste parce qu'il a créé la coalition. Il a comme voulu faire quelque chose qui a changé au niveau politique, mais en même temps, il a voulu peut-être s'ancrer de manière bien solide dans ses acquis. Donc, difficile à dire. Fait que bref, on le saura pas, un des deux, mais ce qu'on sait par contre, c'est que son Saturne natal est en Sagittaire. Donc, pendant la saison du Sagittaire, quand on entendait, le Soleil est en Sagittaire, Mercure est en Sagittaire, tout ça venait activer le Saturne natal de notre premier ministre. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau de... du stress, des peurs, des obstacles, de la confrontation, tu sais, tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Puis en plus, puis ça, c'est ce que je trouve qui est le plus évocateur, c'est que présentement, Uranus rétrograde au degré près sur son nœud sud. Genre littéralement 19 degrés, je pense, et 43 minutes ou 40 minutes. C'est vraiment dessus. Puis ça peut vouloir dire des situations extérieures comme une rébellion, une insurrection, etc., qui viennent faire bouger les choses puis forcent un processus de purge puis d'épuration. Puis ça, c'est jusqu'en avril que cette conjonction-là, elle est très, très serrée. Donc, je pense pas que les rébellions vont se terminer de sitôt.
Moi, c'est le feeling que j'ai. Est-ce que, à savoir si ça va être encore la même grève qui va perdurer plus longtemps ou ça va être d'autres choses qui vont monter, qui vont faire en sorte que François Legault va faire face à beaucoup de confrontation. Il y a un autre mot pour ça, mais il me vient pas en tête en ce moment. Oui, de représailles peut-être ou de reproches. Reproches, représailles, insatisfaction. Parce que là, tu amènes ça, je veux pas brûler ton rabbit hole aussi, là, mais la conjonction de Jupiter-Uranus va se passer sur son nœud sud natal. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Donc, on connaît pas son heure de naissance, donc on ne sait pas à quel point Jupiter est bénéfique dans sa carte, mais sur le nœud sud, en tous les cas, il y a un affaissement, il y a une purge, il y a une baisse de qualité, en fait, au niveau de cette planète qui est généralement très bénéfique. T'sais. Avec Uranus, on vient rajouter un élément de surprise, un élément perturbateur. Ouais. Donc, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que Jupiter maîtrise dans sa carte, mais... Moi, je vois un relâchement ou une libération là, à travers ce transit-là sur le nœud sud. Là. Là, moi, j'ai l'impression que c'est comme... il faut qu'il joue bien ses cartes parce qu'il pourrait avoir des surprises. OK. Dans le sens... Oui. Se brûler, tu sais, comme... ça pourrait vraiment y revenir d'en face. Oui. Définitivement. Tu sais, comme je dis, j'ai pas suivi les nouvelles tant que ça, tu sais, au jour le jour, mais tu sais, comme quand il avait fait cet appel aux enfants, par exemple, tu sais. Bon, c'est ça fait tourner les yeux, tout ça. Mais tu sais, c'est comme, hey, c'est vraiment ça la stratégie. Pour le bien-être de nos enfants. Tu sais, c'est vraiment ça la stratégie. Je suis comme, va falloir faire mieux. Ouais. Puis, ben, on dirait que peut-être ça irait pas mieux. Dans le sens que, genre, à quel point on va continuer d'accepter ce genre de rhétorique-là. Ça sera à nous de voir. Puis si on retourne dans la carte du Québec, cette conjonction que je parle, elle se passe sur le Pluton natal du Québec. Du Québec aussi. Donc, il y a une qualité un peu explosive, atomique, tu sais, en opposition avec Saturne natal au Québec. Je dis ça, je dis rien. Puis quand en plus, le 8 avril, il y a l'éclipse en Bélier qui a lieu, qui passe directement sur le Québec, en fait. Que le Québec, principalement Montréal, est une des places au monde de laquelle l'éclipse va être le plus visible. Fait que ça va être comme une grosse éclipse pour le Québec, pour François Legault, semble-t-il. Ben, on va savoir si on va avoir une bonne idée si on est... Oui, sa lune en Bélier, oui, déjà, on va avoir... Que sa lune en Bélier, c'est Valérie Plante. On a checké ça. Oui. on a eu beaucoup de rabbit hole dans les DMs de comme, t'as-tu vu la carte du ciel de Valérie Plante? C'est la journée qu'elle s'est effondrée, là. Ouais. J'étais allée voir sa carte du ciel, puis justement, je venais d'enregistrer le Astro Véro, puis où est-ce que je parlais justement du 8 avril. Là, je vois qu'elle s'effondre. L'éclipse a lieu sur sa lune natale. Fait que je me disais... Puis elle, c'est sûr que sa lune est en Bélier, là. Donc, je me disais... Ça a l'air d'être quelque chose de très chargé qui se passe au Québec, puis qui va secouer les personnes qui sont en position de pouvoir, en fait, de gouvernance, j'ai envie de dire, plus... Ouais. Ben, définitivement, le mois d'avril, on dépasse le janvier, là, mais le mois d'avril va quand même être assez spicy, on va dire. Ouais. Puis ce que j'allais dire, c'est qu'on va pouvoir avoir une idée un peu plus si le Québec a cette qualité d'ascendant bélier ou balance, sachant qu'il y a une nouvelle lune éclipse. Ouais. Dans le signe du bélier, à voir si ça va se passer plus à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières. Oui, exact. Puis tu sais, pour revenir vers la grève, là, à savoir quand est-ce que ça finit cette histoire-là, est-ce que ça va bien se finir, ça dépend à qui qu'on parle nécessairement, là, mais le 8 janvier, je pense que c'est une date à garder en tête parce que justement, quand on regarde la carte du ciel du premier ministre, Vénus dans le ciel, Vénus qui va être en Sagittaire, va venir rejoindre le Saturne natal du premier ministre qui peut faire référence à un engagement, un commitment qu'on fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est opposé à son Vénus natal, à lui. Donc, ça peut être, oui, un engagement ou on brise un engagement difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a comme, je veux pas nécessairement dire un marché conclu peut-être, mais surtout comme un avancement au niveau des pourparlers qui nous amène vers une potentielle entente. Moi, j'avais la nouvelle lune du 11 janvier comme peut-être un moment qui va représenter un revirement de situation parce qu'en plus d'avoir une nouvelle lune en Capricorne qui vient
entamer un nouveau cycle dans le matériel, vraiment, mais on va avoir aussi un trigone entre Mars et Jupiter en taureau, tu sais. Tu as parlé beaucoup de Jupiter en taureau, Uranus en taureau par rapport à tout ce qui se passe, puis j'ai l'impression qu'une fois que Jupiter va devenir direct, au début 2024, ben, c'est comme une expansion de nos ressources, une croissance de nos ressources. Fait que c'est comme si il y a peut-être une action qui va être posée cette journée-là qui va faire que ça va être peut-être bénéfique à l'image de Jupiter. Ouais. Je leur souhaite, nos professeurs puis nos travailleurs du secteur public. Moi, je l'avais observé aussi à un niveau un peu plus personnel. Tu sais, quand on parle des planètes comme Jupiter, Uranus, on est plus au niveau du collectif, au niveau du Québec, tout ce qu'on sent dans la société. Puis je voyais beaucoup le transit de Mars en Sagittaire du mois de décembre comme je sais pas, l'archétype de l'activiste, je le vois beaucoup à travers ça. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent peuvent le voir aussi, comment ça se présente dans leur vie personnelle. Toi, clairement, on l'a senti à travers ce que tu as vécu dans ta vie personnelle aussi, tu sais. Puis, je vois vraiment Mars en Sagittaire comme étant cette idée-là de venir protester pour ses idéaux, puis pour ce qui fait du sens pour soi, tu sais, puis d'être un peu en quête de vérité d'une certaine façon. Fait que les gens le sentent comme ça. Tu sais, ceux qui sont en train de protester en ce moment, ils vivent à un niveau personnel parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur aussi. Puis, quand ça vient être donc, quand ça va venir être un trigone avec Jupiter en taureau, ben j'ai l'impression que ça va venir aussi toucher leurs ressources personnelles, tu sais, puis comment on peut subvenir à nos besoins dans ce genre de conditions-là. Là. Puis ce que tu me dis, ça me fait penser au fait que, tu sais, le Sagittaire, c'est un signe qui est tellement orienté vers le futur, tu sais, qui est tellement plein d'optimisme, qui est capable de voir plus loin, puis d'avoir des perspectives plus larges, mais très future-oriented, là. Puis je pense que c'est ça en ce moment, c'est que même avec Mars, avec la grève, c'est comme des actions qui sont posées, mais avec le futur en tête. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste pour maintenant que je fais ça, là, c'est pour ce qui s'en vient plus tard. Ouais. Puis avec un pourquoi qui est profond, tu sais. Oui, c'est ça. Qui vient à l'intérieur, qu'est-ce que je veux dans ma vie, tu sais. Ouais. De la même manière que, tu sais, moi, la chicane dans les commentaires Instagram, la chose pour laquelle je débattais, c'est que ça m'inquiète pour le futur, tu sais. C'est vraiment une question de, OK, mais on s'en va où avec ça, tu sais? C'est, puis là, tu sais, on s'en va-tu à Gilead, est-ce que c'est Handmaid's Tale qui... Comment? Je sais pas, moi, ça me fait peur. Donc, bref, parlant de Gilead, on va parler de la saison du Capricorne. Aucun lien, OK? Un mini, peut-être, là, mais rien de plus. Donc, saison du Capricorne qui se débute avec le solstice d'hiver. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette saison-là, saison du Capricorne? Ben moi, je sors de ma taverne, en général, de ma caverne, plutôt, je devrais dire. Taverne, ta taverne. Man's Cave. Man's Cave. Non. C'est que c'est tellement pas ton profil. Pas du tout. Mais, en tout cas, non. Mais ça fait que, tu sais, la saison du Capricorne, c'est mon signe d'ascendant. Donc, ça me fait du bien en général. C'est une saison, tu sais, un peu dry, un peu plus sérieuse. J'aime ça. On redémarre beaucoup de choses. Moi, je redémarre ma pratique astrologique en consultation, tout ça. Je me remets à faire des vidéos, tout ça. Donc, je pense que ça va être... tu sais, le mois de janvier, janvier-février, il y a beaucoup de choses qui démarrent, j'ai l'impression, avec toute l'énergie du Capricorne. Là, on prépare les choses. Puis, au niveau personnel, tu sais, c'est ça, c'est Vénus, c'est Mars, Mercure qui vont tous être dans ce signe-là, avec le vent dans les voiles. Donc, je m'attends à sortir un petit peu, tu sais, comme de cette attente, tu sais. Moi, je suis... Avec ce que je fais en ce moment, tu sais, d'être papa à la maison, c'est pas une attente. C'est pas le bon mot, là, mais j'ai hâte de faire autre chose. Donc, ça va être un peu le début de cette autre chose pour moi. Et j'ai bien hâte. Et pour toi, ma charmante? Moi, j'ai l'impression de me cacher. Hein, le soleil pour la saison du Capricorne rentre dans ma maison 4. Puis pour moi, c'est souvent, tu sais, ça va venir en conjonction avec mon IC, mon Imum Coeli, mon fond du ciel, peu importe comment on veut l'appeler, qui représente vraiment la source, mes racines, d'où je viens. Puis, tu sais, moi, le début de la saison du Capricorne, c'est Noël, fait que je retourne en Abitibi voir ma famille. Puis ça soulève souvent beaucoup de choses de mon passé. Ayant aussi Uranus puis Neptune en maison 4, c'est souvent un temps des fêtes à saveur uranienne ou neptunienne, un peu des deux. C'est ce qu'ils disent, hein? Ouais. Si tu penses que tu t'es évolué ou que tu t'es assagi, retourne dans ta famille un peu, puis on s'en reparlera. Exactement. Fait que, tu vois, je le sens déjà qu'en ce moment, mon Mercure est rétrograde en Capricorne, puis je me suis coupée des réseaux sociaux, je me suis coupée des écrans, puis je me sens vraiment que je m'en vais dans ma tanière, pas dans ma taverne. Ouais. Ben, t'es similaire à toi. Moi aussi, c'est maison 4. Mais pour moi, la saison du Capricorne,
il y a quelque chose de très... de très au niveau des fondations, des piliers qu'on instaure pour le reste de l'année. Puis, bon, c'est sûr que dans ma maison 4, qui est vraiment comme les fondations de ma carte du ciel, il y a ce côté-là où est-ce que c'est une période où est-ce que je me permets d'être plus intentionnelle, j'ai envie de dire, sur ce que je dépose, en me disant que c'est les fondations de ce que je vais ériger pour le reste de l'année. Puis pour beaucoup de personnes de mon âge, moi j'ai 33, ça vient activer des planètes générationnelles qui sont là, Uranus, Neptune, comme toi, mais moi j'ai aussi Saturne. Fait que la saison du Sagittaire a toujours un petit ton un peu mélancolique pour du Capricorne, moi. tu veux dire? J'ai dit Sagittaire, hein? Ouais. Je veux dire Capricorne, merci. Vraiment une petite tonalité mélancolique où est-ce que justement, on dirait que pour moi, ça va sonner vraiment plate ce que je veux dire, là, mais... d'être dans ma famille où tous les rassemblements génèrent souvent un sentiment de solitude, en fait. Fait que il y a comme tous ces feelings-là. Fait que pour les gens qui sont à la maison, qui sont dans nos âges à peu près, là, toi, t'as quel âge déjà? 35, mais 35. J'ai la même Capricorne que toi. Saturne aussi? Oui. Ah ouais? OK, cool. Je savais pas. Fait que si on a, je sais pas moi, entre, même avant ça, là, entre 37 peut-être même pour Uranus puis Neptune. J'ai pas les dates, mais oui. Mettons le monde dans la trentaine-ish, OK, là. Ça vient activer quand même des planètes qui nous sortent de notre zone de confort un petit peu, tu sais, qui font remonter des choses à la surface pendant la saison du Capricorne. Ouais. Puis, t'en parles aussi comme une saison de responsabilisation. Oui, mais tu sais, c'est là qu'on fait souvent nos résolutions pour l'année. Tu sais, c'est là qu'on prend des décisions, qu'on choisit de retourner au gym, etc. Ça sera-tu ton cas cette année, Gab? Tu savais à quel point j'ai hâte de retourner au gym. Là. C'est incroyable. Hein? Ça va me faire du bien. J'ai besoin de me renforcer un petit peu aussi, de me remettre à bouger. Fait que oui, tu sais, moi, je trouve que c'est une belle saison pour faire un bilan, en fait, de se permettre de regarder en arrière. Parce que pour moi, le Capricorne, tu sais, on parle souvent des sommets, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a aussi les crevasses, en fait. Tu sais, on peut aller très haut, mais pour aller très haut, il faut avoir aussi la connaissance de ce qui est très bas. Tu sais, donc, c'est peut-être ma lune en Scorpion qui vient teinter un petit peu cette vision-là, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir, tu sais, comme de se permettre de voir l'ensemble pour avoir une image plus claire, plus de conscience par rapport à tout ça. Et puis, cette responsabilisation qui nous amène à s'aligner sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ou de voir se produire dans nos vies pour les mois à venir. Tu sais, je trouve que c'est ça, cette qualité de Saturne, en fait, qui est mon maléfique, tu sais, mais que je vois que si je prends pas responsabilité, tu sais, comme la responsabilité va m'être demandée de toute manière. Donc, imposée, oui. Il y a peut-être ce désir d'être agent de ma vie, tu sais. Donc, c'est par la responsabilité, en utilisant les outils de Saturne, que je me vois opérer ça de manière un peu plus saine. Ça résonne beaucoup avec la vision que j'avais de la saison du Sagittaire. Sagittaire, je suis pas capable de débugger. Je veux vraiment rester là. Non, je suis tannée de la maison 3. Là. Ça résonne beaucoup avec ce que je pensais de la saison du Capricorne. En fait, parce que quand on en parlait dans le cours Zodiac du signe du Capricorne, l'archétype auquel on l'associe, c'est l'architecte. Fait que c'est l'idée de oui, construire quelque chose, mais d'aussi faire les plans pour le construire. Tu sais, c'est quoi la planification? Comment on organise tout ça pour savoir, OK, oui, le sommet à ériger, l'empire à construire, mais comment ça va prendre place? Où est-ce qu'on va le situer, etc. Mais aussi le côté, tu sais, oui, les sommets, mais les bas-fonds aussi. J'ai beaucoup connecté avec la carte du diable dans le tarot, qui est la carte qu'on associe au signe du Capricorne. Puis, je regardais cette carte-là. Puis, tu sais, dans le Smith-Waite, le personnage du diable fait littéralement face à nous. C'est le premier personnage qui est aussi de face, qui a rien, tu sais, qui est nu chest, j'ai envie de dire. Naked chest. Comme ça, les totons à l'air, avec genre... Ses chaînes. Ses chaînes, puis tout. Puis ce qu'il est en train de te dire, c'est genre, regarde-moi dans les yeux.
Tu sais, regarde-moi dans les yeux, puis le déni, c'est terminé. Mais il y a quelque chose de tellement confrontant à ça, à ne pas pouvoir nier la réalité, devoir la regarder et prendre responsabilité, puis de se dire, mais le plan que j'ai, si je veux l'ériger, si je veux le construire, j'ai pas le choix de faire face à ce qui est là, pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Puis ça prend énormément de résilience puis énormément d'endurance pour faire face à ces parties-là de nous qui nous rendent profondément inconfortables. Mm-hmm. Fait que je te rejoins sur ton scorpion, ça a l'air. Le signe de Sagittaire... voyons, calique. Mercure rétrograde dans ta bouche. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas, genre, me décoller du Sagittaire, on dirait. Le signe du Capricorn, c'est un signe cardinal, n'est-ce pas? Donc, qui symbolise le début d'une saison. Et donc, c'est une nouvelle énergie qui s'active, qui requiert souvent plus de temps en solitude pour se réaligner, pour s'assurer d'être en intégrité avec soi-même. C'est un signe qu'on associe beaucoup au matérialisme et à être carriériste aussi. Mais je pense que l'essence de ça, c'est de questionner sur pourquoi on désire accomplir les choses qu'on veut accomplir. Tu sais, OK, mettons, tu as cette idée-là de carrière, puis que tu veux accomplir des grandes choses, puis que tu veux construire tout ça, mais pourquoi tu veux le faire, tu sais? Est-ce que c'est réellement en intégrité avec où est-ce que sont tes valeurs? Puis c'est quoi le legs que tu souhaites laisser à travers tout ça? Donc, c'est la question qu'on se pose pendant le Sagittaire. Quelle montagne on est réellement prêt à gravir? Parce que c'est un travail qui va nous demander beaucoup d'efforts. Fait que si on veut être capable de soutenir les efforts, on est mieux d'avoir une raison de le faire. Mm-hmm, exactement. Puis on dit souvent que le signe du Capricorne est beaucoup dans l'action, dans l'accomplissement, mais on a tendance à oublier que le Capricorne, c'est un signe yin, hein? C'est un signe de terre, fait qu'il est avant tout tourner vers l'intérieur, dans la réceptivité, fait que c'est d'aller chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce que j'ai envie d'installer dans ma vie, tu sais. Puis pour moi, anciennement, le Capricorne était appelé le portail des dieux, Gateway of the Gods. C'est beau, hein? Ce qui est associé au solstice d'hiver parce que c'est le moment où est-ce que le soleil est le plus bas dans le ciel puis se prépare pour son ascension. Fait que pour eux, c'était comme l'idée que le soleil venait renaître. Fait que pour moi, la saison du Capricorne, c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui a quelque chose qui s'apprête à émerger un peu plus tard, peut-être au printemps. Puis, je peux faire une petite parenthèse aussi. Il y a des gens qui ont volé ça. Ils ont créé une affaire, on appelle ça le christianisme, puis ils ont dit c'est Jésus qui naît à ce moment-là. Exactement. Mais bref, petite parenthèse. Gateway of the Gods. Et Here voilà. you go. C'est aussi un signe qui est gouverné par Saturne. Fait que pour moi, il y a vraiment cette idée-là de venir, je sais pas, contenir l'espace. C'est un signe cardinal. Fait que c'est comme comment je peux tenir l'espace pour laisser émerger quelque chose. Comment je peux créer de l'espace pour que ça émerge. Puis plutôt qu'être dans l'action, moi, c'est vraiment cette idée-là de venir consolider, qui est l'idée de venir rendre quelque chose plus solide, plus durable avant d'être dans l'action. Fait que ce qu'on est invité à se demander, c'est qu'est-ce que je souhaite préserver, qu'est-ce que je veux consolider dans ma vie, puis qu'est-ce aussi que j'ai envie de contenir, qu'est-ce que j'ai envie de contrôler, puis comment je peux laisser aller ce contrôle-là pendant la saison du Capricorne, ouais. Miam. J'aime ça. Ça m'inspire. Je suis comme, oui, moi aussi, j'ai envie de contenir, de consolider, de faire toutes ces choses. Des mots très sexy. Oui, ben moi, je trouve, il y a quelque chose qui m'apaise, justement, tu sais, qui me rejoint dans mon yin, que je suis comme, oui. Puis surtout qu'on commence la saison du Capricorne avec la rétrograde de Mercure, tu sais, pour les premiers jours, en tout cas, de la saison. Puis, il y a de quoi de vraiment... en fait, là, la rétrograde de Mercure va être en Sagittaire presque. Anyways, on est dans les détails ici, là, mais il y a de quoi de très calmant, de faire comme, en fait, pose-toi au début de cette saison. Il y a un ancrage, tu sais. Je pense que j'entends souvent des gens qui ont beaucoup de Capricorne dans leur carte du ciel, qui sont comme, je me reconnais pas dans cet archétype-là, je suis pas carriériste, je suis pas dans l'ambition, dans l'action. Mais non, c'est de laisser l'espace aussi, là. Ouais. Saturne, ça gouverne la distance. Fait comment je peux me distancier pour mieux agir par la suite, là. Ouais. Agir par rapport à ce qui est, tu sais, on a parlé de réalité aussi, que ça pouvait être pas nécessairement toujours facile, mais une fois que tu as ça en face, tu peux faire des choix qui sont en accord avec toi-même. Tu sais, après t'être consolidé, après t'être investigué, voir qu'est-ce qui est vrai pour toi, qu'est-ce qui est vrai dans la réalité que je constate, tu sais. Puis, c'est de voir où est-ce qu'on va aller avec ça aussi après. Je le vois un peu comme un processus en étapes. Genre, dans la saison du Scorpion, on explore nos profondeurs. Après ça, dans la saison du Sagittaire, on aligne notre vision. Puis après ça, comment je peux matérialiser ça, tu sais, dans ma réalité. Fait qu'il y a comme
Ouais, on sent puis je pense que, tu sais, j'amène la réalité, mais faut pas oublier non plus que Saturne, en ce moment, est en Poisson. C'est ça. Donc, il y a beaucoup cette idée de c'est vaporeux un petit peu, on sait pas trop exactement où est-ce qu'on va. La réalité, des fois, elle est tu sais, quand on parlait d'avoir plus d'informations, puis ça, on se disait, mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir plus d'informations que maintenant, tu sais? Mais donc, c'est vraiment un appel au discernement, tu sais. Puis, mettons, au-delà de la carrière, puis tout ça, tu sais, avec le Capricorne, moi, c'est un signe de dévotion, c'est un signe de discipline, de rigueur, tu sais. Moi, en fait, c'est qu'est-ce que tu es prête à faire pour atteindre les objectifs que tu te donnes, quels qu'ils soient, tu sais. Donc, c'est tenir l'espace pour ce qui est sacré pour toi aussi, là. Ouais. Je respire sur ce que tu viens de dire. Oui, puis, tu sais, avec Saturne aussi, qui est la planète maîtresse du signe du Capricorne, c'est est-ce que je suis capable d'avoir assez de maturité? Ça, c'est la question que Saturne pose pour distinguer les moments où est-ce que j'évite que je fais de l'évitement versus est-ce que je suis juste en train d'aller rechercher du soulagement. Puis ça, c'est comme quelque chose qui m'est vraiment venu en tête dans les dernières semaines parce que je pense tellement à Saturne en Poisson depuis en fait le début, je veux pas dire le début du conflit israélo-palestinien parce qu'il date d'il y a très longtemps, là, mais depuis l'intensification des combats, on va dire, là, au mois d'octobre. Je pense beaucoup à Saturne en Poisson parce que la dernière fois que Saturne est en Poisson, il y a eu le génocide rwandais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine empreinte astrologique associée au désespoir puis à l'impuissance que fait naître de tels événements politiques dans le monde puis comment ça nous affecte. Puis, tu sais, définitivement, le côté comme la réalité fait tellement mal qu'on cherche à éviter, à s'échapper. Pour moi, très associé à Saturne en Poisson, mais il y a aussi le côté comme, mais des fois, on a juste besoin de se soulager. Tu sais, des fois, on a vraiment besoin. Tu sais, en fait, c'est que l'évitement n'est pas toujours négatif. Mais la limite est tellement mince. Tu sais, c'est tellement difficile de voir si. Bien là, je suis en train de juste être dans le déni, fermer mes yeux sur la réalité, puis de faire du bypassing complètement, ou est-ce que je m'offre un moment de soulagement qui est nécessaire? Fait que je pense que ça prend de la maturité émotionnelle pour voir où est-ce qu'on se situe entre les deux. Puis ça demande de développer sa résilience émotionnelle aussi, que je trouve qui est un gros thème pour Saturne en Poisson, pour être capable de faire face à l'absurdité de notre époque en ce moment, tu sais. Juste, tu parlais de François Legault tantôt qui disait que de penser au bien-être de nos enfants. Puis une couple de jours plus tard, on apprend que le Québec était contre le cessez-le-feu, tu sais, en Palestine, où est-ce qu'il y a littéralement des milliers d'enfants qui meurent de ce combat-là. Fait que c'est OK, oui, nos enfants, mais pas les leurs, par exemple, tu sais. Fait que c'est tellement absurde, puis il y a tellement un sentiment d'impuissance qui monte avec ça. Que tout ça fait partie du ton de la saison du Capricorne aussi avec Saturne en Poisson. Oui, on dirait que Saturne en Poisson, c'est une invitation à se demander aussi comment qu'on peut créer des structures ou prendre responsabilité pour amener plus de compassion, plus d'empathie, parce que c'est mon observation, moi, dans les dernières semaines, que c'est décourageant de voir que la position des gens par rapport à tout ça, tu sais. Puis si je l'amène à un niveau un peu plus personnel, Saturne en Poisson, tu sais, pour moi, c'est aussi, quand on le voit dans la saison du Capricorne, c'est vraiment cette idée-là de planifier de manière stratégique pour venir fluidifier les structures de nos vies, être un petit peu plus flowy. Je l'entends beaucoup autour de moi ces temps-ci. Comment je peux emmener plus de flow dans ma vie, tu sais, puis comment je peux planifier pour pouvoir le faire, parce que c'est bien beau le dire, mais c'est pas si facile que ça à faire, tu sais. Puis pour vivre le transit de Saturne en Poisson aussi depuis le mois de mars, je le vois vraiment comme c'est le moment où est-ce qu'on lève le voile de l'illusion pour maintenant faire face à la réalité, puis que ça vient nous affecter profondément, émotionnellement aussi, dans l'énergie du Poisson, là. Ouais. Yes, toutes ces choses. Oui, ça demande beaucoup de discernement, en fait, parce qu'on perd nos limites. T'sais, Saturne, c'est une planète de limites dans un signe d'infini. Donc, c'est de voir où est-ce que nous, on trace notre limite. Ouais. Puis moi, je ramène souvent ça, Saturne en Poisson, c'est pourquoi est-ce qu'on se bat, quelle flamme est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous, t'sais? Puis peut-être que ces barrières, justement, se défont en nous, autour de nous, pour nous permettre de prendre conscience de ces choses-là, pour
ensuite pouvoir prendre position. T'sais. Tu parlais du génocide rwandais, mais un autre événement qui s'est produit, c'était, là, j'ai pas les dates exactes, mais la démolition du mur de Berlin. Ouais. Donc, il y a beaucoup cette idée de déconstruire les choses, de lever le voile. J'aime bien cette image-là aussi pour prendre conscience de ce qui est. Parce que peut-être qu'on est dans une... Peut-être qu'on choisit d'être dans un mode d'évitement parce que ça devient trop vite, mais peut-être qu'on est dans une forme d'évitement de base, où est-ce qu'on n'est pas conscient des choses qui se passent autour de nous. C'est pas possible non plus d'être omnipotent là, à ce niveau-là, mais quand le voile vient être levé, il y a comme des informations qu'on peut pas détourner du regard. T'sais. Mais c'est un commentaire que j'ai reçu beaucoup dans les dernières semaines. C'était justement comment, avec les événements qui se produisent au niveau politique, etc., il y a beaucoup de gens que je connais qui sont comme, mon Dieu, j'ai l'impression de voir le monde pour ce qu'il est pour la première fois. Tu sais, j'étais tellement dans dans une position de privilège que je le réalisais pas que c'était comme ça. Puis là, il y a plus de retour en arrière un peu, tu sais. Puis j'ai l'impression, même quand on regarde l'astrologie des prochaines années, j'ai l'impression qu'il y a quand même un schisme entre les gens qui vont décider de garder les yeux fermés, de faire comme, OK, on a plein d'informations, on est conscient maintenant, on a l'info pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais je décide quand même de rester dans ma petite bulle de confort où j'accepte de regarder puis de faire comme, hey, c'est pas confortable, on en est là, puis on n'a pas le choix de regarder si on veut avancer ou faire différemment. Tu sais. Mais dans cette idée aussi de discernement, c'est de voir aussi que par rapport aux situations qu'on observe à l'extérieur de soi et de voir l'état dans lequel ça nous met, il y a toujours la possibilité de ramener ça à soi puis de faire son travail personnel, parce que je pense pas qu'on peut porter le poids du monde ou qu'on peut sauver le monde ou whatever, mais on peut mettre l'épaule à la roue en faisant ce travail à un niveau personnel, ce qui est pas moindre, à mon sens. Là, c'est si tout le monde fait sa part, on va arriver pas mal plus loin que si on fait juste dire comme hey, regarde, c'est le bordel, puis... Comme l'a déjà dit Michael Jackson, starts with the man in the mirror. Hein? C'est ça qu'il disait. Donc, la vibe de la saison du Sagittaire. Capricorne. Ah, mon Dieu, je suis vraiment fatiguante. Je me gosse. On met ça sur le dos de Mercure. Sérieusement. Elle joue large, Mercure, là. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là c'est correct, là, de mettre ça sur son dos à lui, à elle, whatever. Bon, vibe la saison du Capricorne. En plus, c'est marqué dans ma face, Capricorne, comme je vois pas pourquoi je fais une erreur. Donc, comme on le disait un petit peu plus tôt, le mois de janvier commence avec la fin de la rétrograde de Jupiter et Mercure. Donc ça, je pense que ça va quand même beaucoup... ça va nous donner un petit peu plus de vent dans les voiles pour la suite des choses. 100%. 100%, puis ça va peut-être aussi... il va y avoir, à mon sens, un genre de déclic avec ça. Tu sais, on parle, puis à un moment donné, ça va être comme, OK, mais on a assez parlé. Maintenant, on fait quoi? OK. Tu sais, on va bouger, tu sais, comme... on va avoir eu le mental à la bonne place. On va savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. On va savoir où est-ce qu'on a envie d'aller avec Jupiter aussi, tu sais, puis comment est-ce qu'on a envie de matérialiser ça. Tu sais, tout ce... Mais là, Mercure va être en Sagittaire, mais... tout s'ancre, en fait, puis se positionne à notre échelle, où est-ce qu'on va être capable de voir un peu de manière plus tangible qu'est-ce qu'on a envie de faire. On va être moins dans les idées, moins dans le pataugeage. Là, on va avoir plus d'ancrage, je pense. Avec le Sagittaire, on parle beaucoup justement de ce pourquoi-là, de cette vision-là. Puis moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, quand Mercure va devenir direct, qu'on va avoir plus de clarté dans notre vision, plus de clarté dans notre pourquoi, pour ensuite pouvoir être capable de consolider quand Mercure va transférer en Capricorne. Puis pour moi, le mouvement de Jupiter direct en Taureau, c'est comme cette idée-là d'une plante qui vient sortir de sa dormance. Elle avait arrêté de croître pendant un moment, puis là, on recommence à y donner un petit peu d'engrais, peut-être avec le trigone de Mars-Jupiter à la nouvelle lune, tu sais, quelle action que je prends pour la nourrir, ma plante, puis que maintenant, elle vienne croître. Puis après ça, c'est d'aller regarder, OK, c'est où dans ma carte du ciel le Taureau? Fait que c'est où que je la prends, cette croissance-là. Là. Ouais. Puis en plus, à partir du 4 janvier, il y a Mars qui va être sous le signe du Capricorne. Fait que ça, c'est un super beau transit pour le mois
de janvier parce que Mars adore être en Capricorne. On dit qu'il est exalté. Donc, c'est vraiment un Mars, planète de l'action, qui est capable de porter des actions qui sont pérennes dans le temps, tu sais, qui fait preuve d'endurance, que c'est pas juste un burst d'énergie, là. C'est comme, je suis capable d'aller courir le marathon que je m'étais dit que j'allais courir. C'est comme une motivation pour venir atteindre un objectif, tu sais, puis je le vois vraiment comme l'archétype du soldat qui est là pour répondre aux ordres. Répondre aux ordres de qui? Mais de son maître, de Saturne, qui est en Poisson parce que Mars est en Capricorne, gouverné par Saturne. Donc, qui est dévoué. Oui. Qui fait preuve de maturité émotionnelle, d'un bon discernement. Parce que là, ça sonnait un petit peu glauque, ce qu'on a dit là, sur Saturne en Poisson. Mais tu sais, discernement, maturité émotionnelle, d'être capable de me dire, OK, là, je tombe dans l'échappatoire ici, là, un petit peu de soulagement, mais on revient. On est en planification stratégique pour fluidifier les choses. On y va, go. Puis le Mars, c'est comme, OK, je suis capable de contenir tout ça, là, puis d'avoir assez de juice dans ma machine pour qu'on aille vers l'avant. Moi, c'est plus qu'un soldat, en fait. C'est quelqu'un qui est haut gradé, Mars en Capricorne. Là. Il y a de la détermination aussi. On sait qu'est-ce qu'il y a à être fait. On sait les sacrifices qui ont besoin d'être faits. C'est le chef de l'armée. Ouais. Comment? mais c'est ça. Puis avec Saturne en Poisson qui nous amène à toucher à qu'est-ce qui est sensible chez nous, qu'est-ce qu'on a envie de se battre pour. Tu sais, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ben Mars en Capricorne vient dire je te suis. Genre, tu sais, comme oui, OK, je suis tes ordres, mais je vois en fait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, j'arrive du Sagittaire. Voici ce qu'on doit faire pour arriver à ce qui est important pour nous. Comment je pourrais le voir concrètement, moi, c'est que, tu sais, Saturne en Poisson, le signe du Poisson, on parle souvent d'une connexion spirituelle, tu sais, puis quand on parle du signe du Capricorne, on est plus dans le matériel, dans le concret, dans le corps. Fait que peut-être que Mars en Capricorne, gouverné par Saturne en Poisson, peut représenter cette idée-là d'une motivation à prendre soin de son corps comme étant une pratique spirituelle, tu sais, pour être encore plus connecté à soi-même puis connecté à ses émotions aussi, là. Oui, ou même de voir, mettons, si c'est une entreprise que tu décides de lancer, là, je pars ma business, mais c'est quoi la mission spirituelle de ton entreprise? En fait, c'est quoi le leg que tu veux laisser, puis t'es porté par quel amour de l'humanité, tu sais? Est-ce que c'est un truc écologique? Est-ce que c'est des valeurs féministes? Peu importe c'est quoi, mais de laisser ça porter la création tangible de ce que tu fais, tu sais. C'est comme s'il y a quelque chose de plus grand qui guide nos actions. Oui, exact. Puis on a Vénus en Sagittaire jusqu'au 23 janvier, fait que presque tout le mois de janvier, qui allège un peu les choses. Moi, je sens que ça va aller tellement mieux, mais que Vénus soit en Sagittaire, là. Tu sais, on n'en a pas parlé. T'as quelque chose contre Vénus en Scorpion? Non, je la trouve bien sexy. T'es senti attaqué? Oh my God! Non, mais surtout, tu sais, je pense que Vénus en Scorpion, sur les derniers 10 degrés aussi, là c'est plus technique, mais elle est vraiment plus intéressante. Tu sais, il y a comme une certaine forme de dignité, malgré qu'elle soit en détriment dans ce signe-là, il y a quelque chose qui fait que, ah oui, mais attends, non, c'est pour ça que Vénus est en Scorpion. Tu sais, il y a une raison particulière qui va peut-être nous surprendre, mais qui est non négligeable, tu sais. Mais quand il va entrer en Sagittaire, je pense que ça va être aussi plus léger, ça va être un peu plus fun, peut-être. On va être moins dans le... tu sais, on parlait à la dernière météo astrale, tu sais, de dire, mais toi, la mort, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je pense qu'on va être genre comme, OK, oui, on a été là, maintenant, on peut-tu, genre, s'alléger un petit peu? Ouais. Puis, ce que j'allais dire, c'est que Vénus, en ce moment, on a parlé des grèves, tout ça, on a reculé dans l'histoire pour voir que c'était Uranus en Taureau, c'était un synonyme de grève syndicale. Bien, Vénus ici vient gagner en fait en dignité en sortant du Scorpion, ce qui vient aussi alléger un petit peu la manière qu'elle a de gérer le Taureau. Et tout ce qui se passe là. Puis aux États-Unis, avec le Writer Strike, les Actor Strike, il y a eu aussi les travailleurs d'usines automobiles. Beaucoup de ces choses-là se sont résolues autour de la rétrograde de Vénus en Lion. Donc, quand il y a eu du mouvement direct, il y a beaucoup de choses qui se sont dénouées, en fait. Donc, je pense que Vénus ici, va, du moins dans la qualité qu'on a de Vénus à travers les différents signes, on peut voir que ça s'intensifie ou ça s'allège au niveau de qu'est-ce qu'elle maîtrise. C'est en décembre hein, que Vénus sort du Scorpion. Wow, je vais m'en un petit peu. Ah oui, fin décembre, donc autour du 28-29. Je vais vous dire ça. Oups, là. 29. 29 décembre. Donc, du 29 décembre au 23 janvier,
Je pense que ça va nous aider aussi, Vénus en Sagittaire, à se laisser un peu plus porter par l'inspiration du moment, puis pas trop chercher à être dans les détails, à pas trop s'en demander. Tu sais, il y a quelque chose de très, je trouve, sérieux à Vénus en Scorpion. Tu sais, c'est comme l'exemple que je peux donner, c'est que si tu es en mode dating maintenant, mettons le Vénus en Scorpion, c'est comme je veux voir à travers toi. La première question que je vais te poser, c'est comme quels sont tes plus gros traumas de vie? Est-ce que je me vois avec toi pour le reste de mes jours, à la vie, à la mort? Tu sais, c'est comme vraiment. Je veux fusionner. Ouais, tu sais, comme. J'ai le goût de dire, il n'y a même pas de question à poser, je sais déjà c'est quoi la réponse. Oui, c'est ça. J'ai regardé dans tes yeux et j'ai vu à travers toi, dans ton âme. C'est super léger. Comme ça, Vanessa, dater. avec ton Vénus en Scorpion. Pour vrai, ça dépend des phases. En ce moment, là, c'est pas le fun de me dater. Ah, que c'est pas le fun. Je suis vraiment intransigeante, là. Puis, tu sais, des beaux côtés à ça, là. Je le sens tellement, le nœud nord dans ma maison 7, là. C'est fou à quel point il est intense. Puis, il y a du bon, tu sais. Il y a comme le côté très instinctif, très primal aussi, ou primitif, qui est comme... Je me laisse vraiment porter par mon instinct, mais un côté très incisif aussi de comme, non, ça passe pas. Oui, ça, tu sais, très clair comme ça. Mais là, le Vénus en Scorpion, ce que ça l'ajoute à ça, on dirait, c'est comme, je suis extrêmement méfiante, puis je suis très désenchantée. Je suis vraiment comme, ah ouais, OK, c'est cool, OK, bye. Donc, regarde, tu sais, quand je disais que Vénus, sur les derniers degrés du Scorpion, est un petit peu plus douce, ça s'en vient. J'ai hâte. Mais il y a quand même l'opposition avec Uranus. Fait que, tu sais, peut-être que un petit update. Moi, prends ça cool jusqu'à la fin de l'année, je pense. Oui, pour vrai, je pensais tout m'enlever de sur les applications de rencontres en ce moment parce que ça donne rien. C'est trop intense. Ouais, puis juste, pas le moment. Juste pour la nuance aussi par rapport à ce que je disais avec Vénus en Sagittaire qui va être plus douce, là, ce que je crois être vrai. Mais il y a quand même, à son entrée dans les premiers jours, un carré avec Saturne qui peut être un petit peu contraignant, qui peut faire en sorte de genre comme, hey, attends, Gabriel avait dit que ça allait être plus léger, puis ça l'est pas. Mais suite à ça, quelques jours après, on a le trigone avec Jupiter. Non, pas le trigone. Je me mélange totalement, mais oui. Il y a le carré avec Saturne. Puis après ça, je pensais qu'il y avait un trigone avec Jupiter qui allait aider le cas, mais il l'a pas. Mais non, finalement. Je pense que juste le Sagittaire, ça va aider. Là, comme... Ouais, ça va aider. Puis c'est juste un transit de quelques jours, en fait, tu sais, comme carré avec Saturne. Là, donc, oui, c'est juste une petite tension. Il n'y a rien de tranché au couteau à l'astrologie. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme je disais, Vénus en Scorpion, c'est tellement intense. Puis là, quand Vénus va entrer en Sagittaire, c'est comme, hey, on se rencontre pour voir un autre humain. Tu sais, c'est comme tellement plus smooth, j'ai l'impression. Ouais, juste comme, on va peut-être pas vivre jusqu'à la fin de nos jours ensemble, mais on est-tu prêt à vivre une aventure ensemble? C'est peut-être allons un trip au Mexique, qui sait, puis on verra où est-ce que ça nous mène. Tu sais, c'est comme... Ouais, plutôt que d'être dans la protection, dans l'affirmation du Scorpion, c'est comme si on est plus dans une expansion jupitérienne avec le signe du Sagittaire. Puis pour moi, c'est comme là où est-ce que je voulais fusionner avec l'autre, ben maintenant, je veux être plus indépendante, je vais être plus dans ma liberté, dans mes relations peut-être, ou même dans ma créativité, parce que Vénus gouverne aussi ça. Fait que c'est comme comment je peux me permettre d'expérimenter, comment je peux me permettre d'explorer des nouveaux chemins dans mes relations, dans ma créativité, puis comment je peux trouver du sens aussi à travers tout ça, tu sais. Ouais, puis tu sais, pour faire un lien aussi avec Mars en Capricorne, moi, le feeling que j'avais avec Vénus en Sagittaire, Mars en Capricorne, c'est l'idée de canaliser l'endurance puis le stamina de Mars dans un sport ou un projet personnel qui demande pas trop d'organisation. OK, ça, je l'ai mis à mauvaise place, ça a l'air dans mes notes, là. Mais ouais, moi, je voyais OK, petite parenthèse par rapport, ça a l'air que Mars en Capricorne, c'est le temps de faire du ski de randonnée. Okay. C'est super. J'avais hâte de voir ton lien par rapport à ça. Il n'y en avait vraiment pas. C'est Mercure rétrograde. Tout se passe super bien ici. Donc, oui, c'est ça. C'est l'idée d'être dans son corps, mais ça ne faut pas trop être organisé. Ah, ben, c'est peut-être ça. Vénus en Sagittaire, c'est comme. Tu sais, vouloir être dans l'aventure, l'exploration, tu sais. Ski alpin. Ski alpin, bref. Mais ce qui est le fun avec le ski de rando, c'est que t'as le côté très Capricorne de genre, je monte la montagne, je fais genre du hiking en ski, puis en peau de phoque sur tes skis. Puis là, tu fais du ski alpin pour descendre. Fait que t'as le meilleur des deux mondes. Il y a tellement d'optimisme dans ce que tu viens de dire. Là. Oui, il y en a. Oui. Ben, j'ai commencé ça l'année passée, puis j'ai full aimé ça. Je me charge des nouveaux amis de ski de rando si jamais il y a quelqu'un qui écoute.
ou quelqu'un qui veut me dater qui fait du ski de rando, ça serait super pratique, comme ça. Plus besoin d'application de rencontre. Here you go. Podcast mystique. Et voilà. C'est ici que ça se passe. Donc, ça nous amène à la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 11 janvier 2024. Donc, une nouvelle lune qui, je crois, va réellement commencer à nous offrir plus de clarté dans nos idées. Parce qu'on en parle depuis le début, tu sais, il y a la rétrograde de Mercure qui termine le 1er janvier, sauf qu'il ne faut pas oublier que Mercure crée un carré avec Neptune pendant les premiers jours de janvier. Et donc, oui, il va y avoir un certain relâchement, mais je ne pense pas que ça va être aussi goûteux ou satisfaisant jusqu'au 11, comme jusqu'à la nouvelle lune, où est-ce que vraiment là, on a une meilleure capacité à prendre des décisions éclairées. Puis, moi, cette nouvelle lune-là, je l'adore, en fait. Là. Je la trouve vraiment puissante parce que j'ai l'impression que ce qu'elle nous dit, en fait, c'est que c'est le temps d'écouter la force volcanique qui se... OK, non, je vais parler aux gens, OK? Je vais parler directement aux gens parce que je le file de même. Là, j'ai l'impression que... Là, moi, je suis la nouvelle lune, OK? En ce moment, j'ai l'impression qu'elle dit « toi ». Parce que je l'ai écrit comme ça, OK? « Toi ». C'est le temps d'écouter la force volcanique qui sommeille en toi. D'arrêter de te plier puis de vouloir plaire aux autres puis de placer des intentions qui représentent réellement qui tu es et en quoi tu crois. Même si le chemin pour s'y rendre va être parsemé d'embûches, même si ça va pas être facile à tous les jours, crois que tu as assez de force pour aller au bout de ce que tu souhaites accomplir, toi. Plante des semences d'envergure. Wow! Avez-vous vu comment je parlais à vous autres? J'adore. Donc, bref, mais je la sens comme grandiose, genre, à cause qu'elle est co-présente avec Mars et Pluton, c'est comme, crois en tes rêves, crois en ce que tu veux. Les semences que tu plantes, c'est pas juste comme, je veux cette petite affaire-là, c'est comme, non, comme, ose planter quelque chose de transformateur, de gigantesque, d'atomique, tu sais, qui va peut-être tout transformer, tout renverser, mais crois-le que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est ça que tu vas atteindre, mais crois-le, tu sais, ose les semer pareil, ces semences-là. Je t'écoute puis tu m'inspires. J'ai hâte. Non, mais comme, tu sais, elle peut être vue comme quelque chose de très, d'un peu spicy aussi, là. Oui. En raison, justement, de plusieurs raisons, mais co-présence Mars-Pluton. Mais je pense que c'est surtout une opportunité de faire les choses différemment puis de suivre un chemin qu'on n'a jamais osé prendre avant. Fait que je l'aime, moi. Je trouve ça cool. On se rappelle que la Lune en Capricorne, elle est en détriment quand même. Mais moi, je l'aime bien. Parce que c'est une belle astrologue traditionnelle qui nous ramène. Attends, je suis en train de surfer sur ta vague. Donc, il n'y a pas un sextile à Neptune qui vient adoucir le tout. Trigone à Uranus. Non, mais regarde, il y a le trigone à Uranus, il y a un sextile à Neptune. Moi, je trouve ça quand même... La phrase qui me vient avec ton discours, c'est « vise les étoiles pour atterrir sur la Lune ». Non. Mais tu vois, moi, ce qui me venait en tête, c'est une vidéo d'Olivier Primo. Oui. Oh boy. Olivier Beach day every day. C'est pas ça la quote, par exemple. Mais il parlait de manière très nonchalante sur un podcast d'entrepreneuriat, de même, genre. Tu sais, comme évacher son truc. Il dit, moi, là, mon but, là, c'est de me rendre là, puis viser très haut. Mais je mets le bout de ce que je veux atteindre là, puis si j'arrive là, un peu plus bas, ben au moins, je serai arrivé là, tu sais. Tout à fait. C'est tout aussi le cas. C'est quand même cool d'atterrir sur la Lune, tu sais. Ouais. C'est peut-être pas aussi haut que ce qu'on s'imaginait. C'est là le côté un peu dry de la Lune, où est-ce que on peut avoir des idéaux, mais il ne faut pas s'emballer non plus. Là, c'est mon côté tout le temps terre à terre qui revient. Excusez. Il faut savoir que même quand on atteint un sommet, après ça, il va en avoir un autre. Après ça, le niveau... un palier, là. Moi, je la trouve, cette lune-là, électrique, par son trigone avec Uranus, j'ai vraiment l'impression que ça va nous permettre de libérer, d'innover, de venir briser quelque chose dans le secteur du taureau, dans notre carte ciel. Fait que regardez la maison du taureau dans votre carte ciel, ça peut vous en dire beaucoup. Puis avec la présence de Mars, qui va être en trigone avec Jupiter, comme je parlais tantôt, qui va peut-être être un revenant de situation dans la situation de la grève, j'ai l'impression que c'est vraiment un élan de motivation qui va nous emmener vers une croissance qui va être à long terme, là, parce que quand on parle de signes comme le Capricorne, comme le Taureau, ben c'est quelque chose qui est dans la terre, qui est matériel, puis qui arrive tranquillement. Tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais pour revenir un peu à ce que vous dites, puis par rapport au fait que la Lune est en détriment en Capricorne,
sais, je pense que c'est pas une nouvelle lune où est-ce qu'on est comme self-care, mes besoins, nanani, genre petit bain avec des cocombes ses yeux. Tu sais, c'est pas ça le mood. C'est genre, qu'est-ce que je veux... Tu sais, comme, c'est une nouvelle lune, mais qui vient avec un... Genre qui... C'est pas le spa avec des cocombes, OK? Mais c'est la douche froide. Oui, c'est ça. Le bain, c'est genre... C'est ça, là. Tu sais, t'as ton petit bassin dehors, là. T'arrives avec ton marteau, tu casses la glace, puis tu rentres dedans. Après 3 minutes, tu te sens bien. Ouais. Tu sais? Mais t'as besoin de passer à ça. C'est tellement ça. C'est exactement ça. C'est ça. Puis dans le fond, ce que je vois aussi là-dedans, c'est avec tout ce qui se passe entre le Capricorne puis le Poisson, tu sais, c'est peut-être que où est-ce qu'on s'imagine aller, tu sais, avec toutes les réflexions qu'on est en train de vivre, tu sais, peut-être que où est-ce qu'on s'imagine aller, c'est pas nécessairement ça. Il y a quelque chose d'autre qui se présente à nous, qui est différent, qui nous demande d'agir comme « Ah, j'ai jamais été dans cette voie-là, j'ai jamais fait ça. » Qu'est-ce que ça serait de juste tenter l'expérience, tu sais, de se dire comme ah, what if, tu sais, de tenter le jeu. Je pense que c'est un moment de résolution à ce moment-là. Je pense que c'est le temps d'oser. Je suis d'accord avec toi, moi. J'aime ça. Parlant d'oser, osons être courageux. Non, je ne veux pas arriver avec une mentalité défaitiste. Pour l'avant-dernier transit qu'on va discuter ensemble, qui est celui de Pluton en Verseau. Écoute, ça va être une petite parenthèse qu'on va faire sur ça parce qu'il y en aurait long à dire. Là, Pluton en Verseau, dans le fond, on a déjà eu un petit aperçu de Pluton en Verseau au cours de 2023. Là, présentement, Pluton est revenu en Capricorne. 21 janvier, va retourner en Verseau. Va revenir en Capricorne une dernière fois pour retourner définitivement en Verseau à partir du mois de novembre prochain, si je ne m'abuse. Donc, on a un petit peu encore un Pluton entre deux chaises, le cul entre deux chaises en 2024, mais de moins en moins, il fait de plus en plus sa place dans le signe du Verseau et c'est un des plus gros transits de l'année 2024. Donc ouais, Pluton en Verseau, Gab. La musgueule qu'on a eue l'année passée. C'était quoi? C'était mars? C'était autour de mai, si je me trompe. C'était mars à juin? Oui, bien c'est ça. Ouais. C'était du 23 mars au 11 juin. C'est ça pour de vrai? Je pense que oui. Au printemps. Oui, c'est ça. Parfait, excuse. Moi, ce que j'ai vraiment noté, c'est la montée de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est le plus évident. Ça a été quasiment coupé au couteau. Là. Les nouvelles sont sorties. Tout le monde était sur la course. Let's go, on y va. Oh my God, on est en train de révolutionner le monde. Mais la peur aussi des gens par rapport à ça. Tout ce qui vient avec ça. Parce que la peur des pertes d'emploi. Est-ce que mon emploi 100%. Va être encore pertinent si une intelligence artificielle peut remplacer, etc. 100%. Sauf que comme tu as dit, c'est un transit qui va durer une vingtaine d'années. Ouais. Donc là, on était aux amuse-gueules. La soirée n'est même pas commencée encore. Là, la soirée est encore jeune. La soirée est encore très, très jeune. Donc, moi, je pense qu'on va continuer. Puis, en fait, après le passage de Pluton en Verseau l'année dernière, on a vu un intérêt baisser, où en fait, on a moins vu... Il y avait d'autres choses à dire dans le monde au lieu de parler de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il va y avoir un retour à ça assez fort. Oh oui. Ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que ça soit plus que qu'est-ce qu'on s'imagine aussi. Ouais. Mais on n'est pas encore complètement dedans. T'sais. Puis ce que j'aime par rapport au travail ou au changement sociétal que ça va amener, ça va nous ramener dans notre humanité, ça n'a pas le choix. T'sais. Mais je pense que ça va nous ouvrir sur des choses qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui. Ouais. C'est comme si on n'a pas les outils nécessaires pour se dire comme OK, mais comment ça va être plus tard? T'sais. Moi, la pensée qui me rassure avec Pluton en Verseau, c'est de me dire, si on a des tâches qu'on n'a plus à faire parce qu'on a une intelligence artificielle qui le fait pour nous, tout l'espace mental qui va nous rester, on va l'utiliser pour quoi? T'sais, on pourrait l'utiliser pour des choses qui vont être vraiment plus utiles que de faire comme du montage, mettons. T'sais, un exemple de même, là. Puis bon, ça va venir avec le temps parce qu'il va clairement avoir une période d'inconfort. J'ai l'impression aussi que, tu sais, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une montée du désir d'innovation dans les des mouvements collectifs que les gens vont se mettre ensemble. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif à ces nouvelles innovations-là aussi, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant de savoir. Puis ce que je dis souvent, moi, je pense vraiment dans le futur, puis je pense à Pluton en Poisson. Tu sais, maintenant, on commence déjà à se demander, OK, Pluton en Verseau, intelligence artificielle, Pluton en Poisson, ça va être comme what is real? Genre, Atlantis. C'est ça, je me dis. Retour à Atlantis. Tu sais, mon chum a fait le test. Mon chum c'était Lion en Verseau. Fait que l'intelligence artificielle fait partie de ma vie tous les jours. Ah ouais. Il a pris mon podcast, il a mis ma voix en ligne,
il a pris un extrait, puis il a montré comment il pouvait me faire dire n'importe quoi avec ma voix. Fait que ça m'a fait un peu peur. Fait que je suis comme, Pluton, Poisson, on saura plus ce qui est vrai rendu là. Donc, si on revient vers l'entrée de Pluton en Verseau le 1er janvier 2024, ce qui est vraiment intéressant de cette entrée-là, en fait, c'est que le Soleil va rencontrer Pluton la veille de son entrée en Verseau. Fait qu'autour de 29 degrés, on a le Soleil et Pluton qui se rencontrent le 20 janvier, puis ils vont comme marcher ensemble vers le signe du Verseau. Fait que c'est comme Pluton puis le Soleil se tiennent la main, ils sont comme « OK, on y va, go! 1, 2, 3, go! » Fait que c'est une transition que je trouve assez, je vais dire grandiose. Oui. Vraiment, j'ai l'impression que ce transit-là, on va le sentir, qu'il va y avoir quelque chose de clair qui va se produire au niveau de l'actualité, on va pouvoir marquer un événement, dire « Ah, c'est ça qui s'est passé en 2024 quand Pluton est revenu en Verseau. » Puis je sens aussi que ça va surfer un petit peu. Là, on dépasse dans février, mais quand il va y avoir Mars et Vénus qui vont aussi faire leur conjonction avec Pluton, j'ai l'impression qu'on va venir humaniser ça. Mars, ça va être le 13 février, puis après ça... Plus février. Oui, après, du 13 au 16 février à peu près. Là, successivement, on a ces deux transits-là. J'ai l'impression que ça va venir nous toucher un peu plus personnellement. De se dire comme, l'intelligence artificielle, genre les changements sociétals, loin, les révolutions, nanana. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je pense que c'est à ce moment-là. Puis si je me trompe pas, là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais on n'a pas eu... Quand Pluton est en Verseau, de contact avec des planètes personnelles, genre Mars ou Vénus. Je pense que tu as raison. Je pense que non. Donc, ça vient, comme les amuse-gueules sont faites, là, on est en train de s'asseoir à la table où est-ce qu'on va manger notre souper, puis on est comme, on commence à prendre conscience de qui est autour de nous, qu'est-ce que ça va, qui est là, en fait, puis... Oui, puis d'un point de vue plus personnel, je veux pas trop en parler parce que c'est vraiment ça qu'on va faire dans l'atelier d'astrologie, le passage qu'on donne le 14 janvier, il me semble, où est-ce qu'on veut voir les transits de l'année puis vraiment les mettre en contexte dans nos cartes du ciel, mais ça va être intéressant pour chaque personne de voir dans quelle maison astrologique dans votre carte du ciel se trouve le signe du Verseau, puis de se dire, OK, pour les 20 prochaines années, je vais avoir beaucoup d'opportunités d'excaver puis de purger plein de choses dans cet aspect-là de ma vie. Il y a comme du gros shadow work qui va être fait là, où est-ce que va se trouver Pluton pour les 20 prochaines années. Puis je pense que dans le signe du Verseau, ça va être comme on fait vraiment le gros ménage en profondeur pour enlever tout ce qui nous éloigne réellement de nous-mêmes, de notre essence, originalité, excentricité, tous les termes qu'on associe au signe du Verseau. Dans ma maison, dans ma carte du ciel, moi, c'est dans ma maison 5, comme toi. Fait que c'est relié au bonheur, à la romance, à la créativité, mais aussi aux enfants. Puis je me dis, c'est vrai que dans les 20 prochaines années, c'est là que ça va jouer pour moi. Est-ce que je vais faire le deuil de ne pas avoir d'enfants? Est-ce que je vais décider d'en avoir un puis que ça va transformer cet aspect-là de ma vie à jamais? Fait que c'est pas dur à prévoir, là. C'est comme une évidence, mais c'est là que ça va jouer. Pour surfer sur ce que tu dis, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand on constate le monde dans lequel on vit en ce moment, on est comme, OK, il y a du bordel un peu partout. J'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, là, celle qui a 0, 1, 2, 3 ans, là, c'est eux qui vont venir révolutionner le monde, en fait. Ah, oui. Les bébés Pluton en Verseau, là. Ouais. Il y a quelque chose, en fait, tu sais, quand je disais, on sait pas, on n'a pas encore toutes les données, là, c'est parce qu'ils sont pas encore capables de parler, là, peut-être ceux qui vont venir avoir un impact dans le monde. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant aussi pour mieux comprendre ce transit-là, c'est d'aller se questionner. Depuis 2008, Pluton est en Capricorne. Qu'est-ce que j'ai purgé? Qu'est-ce que j'ai excavé dans ma vie? Puis comment je l'ai ressenti, tu sais? Moi, c'est dans ma maison 4. Je le sais que ma vision du foyer, ma vision de la famille a totalement été transformée, détruite, reconstruite. Fait que c'est comme, je vais vivre la même chose, mais dans une autre maison maintenant. Fait que ça peut nous en dire beaucoup de regarder notre propre expérience. Gros shout-out à tous les Capricornes dans la salle aussi. Ah ouais, en maison 1. On y est arrivé. J'ose dire qu'on l'a eu rough, les trois, par le fait que c'était sur des angles. Dès qu'on a un transit aussi intense que ça sur un endroit angulaire, fait que qu'on soit, en fait, que notre ascendant soit un signe cardinal. Fait que Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, si votre ascendant, c'est un de ces 4 signes-là, ça a été intense. Là, on est passé à travers un moulinet. Mais
ascendant, je te le donne, c'est le plus intense. Oui. Moi, j'en parlais avec une autre ascendant Capricorne, puis j'étais comme, c'est l'astrologie la plus intense qu'on n'aura jamais vécue. Ouais. Puis là, ben, ça s'en va dans le Verseau, donc toi, t'étais bonne chance les Verseaux. aussi Uranus sur ton Bonne soleil. chance les ascendants fixes. Oui, j'ai Uranus sur bien des affaires en Taureau. Ouais, je te jure. Seigneur. Il faudrait qu'on soit capable de faire une entrevue avec moi il y a genre 7 ans, ça serait comme jour et la nuit. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, armez-vous de patience les ascendants Verseau. Je pense que ça va être... Honnêtement, c'est pas le transit le plus facile, mais on le regrette pas une fois rendu de l'autre côté. Mais je tiens à dire que Pluton, c'est aussi une planète tellement lente, puis beaucoup, tu sais, c'est de God of the Underworld, fait que c'est sous la surface, tu sais, puis j'ai pas l'impression que vous allez le sentir dans votre quotidien. On va le sentir à long terme se déployer tranquillement dans l'inconscient. C'est quand tu regardes en arrière que t'es comme, oh shit, tout ça est arrivé, mais ça. dans le moment, t'es pas comme, oh my God, Pluton is ruining my life. Non, c'est vraiment pas ça. Je pense que t'as d'autres choses à gérer, en fait, que de que de penser à ça. La vie prend une qualité, tu sais, comme tellement... élevé avec Pluton qui vient intensifier un petit peu plein d'aspects de ta vie. Donc, c'est quelque chose. Mais c'est ça, on regrette pas. Fait que là, c'est les signes fixes qui vont entrer dans le jeu éventuellement, qui vont l'avoir un petit peu plus intense. J'ai peur pour mon stellium en Lion. Mon stellium en Taureau, tu penses? Moi, c'est genre un passage de bâton. Donc, si on termine avec la pleine lune en Lion, puis qu'on fait ça assez rapidement, parce qu'on a parlé beaucoup. Mon Dieu, moi, dans ma tête, il nous restait une autre demi-heure. Mais non, ça a l'air que non. Donc, je vais faire la parenthèse très rapidement ici. Pluton en Verseau, on pourra en parler un peu plus, mais si vous voulez écouter le film Le Monde après nous, Leave the World Behind sur Netflix, ça va vous donner un petit aperçu de ce que ça... Je ne veux pas dire ce que ça pourrait être, là, c'est un petit peu intense. Dans son penchant plus négatif de ce que je comprends. Oui. Ben dans mettons, la science-fiction-ish, assez réaliste de ce que ça pourrait être, de certains thèmes, mettons. Mais on capote pas, là, bref. J'aurais pas le temps d'en parler plus, mais j'avais tellement de choses à dire là-dessus. Donc, pleine lune en Lion, qui, selon moi, étant donné sa conjonction avec Pluton, augmente beaucoup le volume des facettes de nous qui sont plus primitives. Ça nous connecte à notre gut feeling, à notre instinct, à nos besoins primitifs comme notre appétit. Fait que ce pourquoi on a de l'appétit, ça peut être sexuel, mais ça peut être comme le pouvoir, je veux obtenir ça. Tu sais, s'il y a comme, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour assouvir cet appétit-là. Mais la lune en Lion, il y a un côté très joyeux à ça. Tu sais, fait que c'est est-ce que je peux être à l'écoute de ces besoins-là sans les juger, puis sans non plus nécessairement les assouvir automatiquement? Tu sais, les voir, les reconnaître, de par le fait que la lune en Lion a besoin d'être vue, a besoin d'être reconnue. Fait que c'est d'être avec ces besoins-là qui remontent à la surface, puis de trouver une manière, peut-être le fun, de laisser vivre cette partie-là de nous, tu sais, genre de la danser, mettons. Ça de même. Donc, moi, j'attends ta prochaine vidéo. Je me suis mis de la pression pour vrai parce que là, j'étais comme, là, ça veut dire qu'il faut que je la danse la prochaine. Puis là, je commence déjà à penser, ça danse comme un Capricorne. J'essaie de. On va te montrer ça tantôt. Penser à des moves de danse. On veut le voir maintenant. Donc, une pleine lune qui, selon moi, va quand même être high en drama. Ouais. Malgré tout. Elle est très extra. Cette very extra. Elle est très bruyante, loud avec Soleil, Pluton. Elle est carrée aussi avec Jupiter. Donc, il y a tout ce qui vient mettre du volume, en fait, vers le haut qui est activé. J'ai l'impression que c'est comme... Ça me donne l'impression d'une soirée de brosse qui finit avec quelqu'un qui pleure. Qui finit, genre, tu sais, tout le monde sorti avec quelqu'un debout sur un speaker, genre, tu sais, le meme de la fille qui danse sur le speaker puis elle pleure en même temps, là. Je l'avais pas vu. Non. Elle est dans un club, là, elle danse, elle est comme... Ça ressemble à ça. J'ai l'impression aussi que ça va peut-être être un moment de révélation, puis je la trouve vraiment intéressante, la conjonction Soleil-Pluton dans son essence archétypale, parce que le Soleil, tu sais, c'est la création, Pluton, c'est la destruction. Le Soleil, c'est l'ego, Pluton, c'est l'ombre. Fait que pour moi, c'est comme si le Soleil venait mettre en lumière notre ombre, venait nous révéler certaines choses qui étaient dans l'inconscient, puis ça va être un beau départ pour le transit de justement Pluton en Verseau pour les prochaines années. Des belles indices de ce qui s'en vient dans notre quotidien. On va voir un peu un aperçu là, de ce qui est à venir. Ouais. Miam, miam, miam. Hey, merci d'avoir été là pour moi. Pour moi. C'est pas ça que je voulais dire. Toujours là pour toi.
Pour cette météo astrale bien enrobée de rétrograde de Mercure. Oui, puis merci. C'était super le fun de jaser avec vous. Toujours trop de choses à dire. En fait, c'est pas d'informations qui manquent ou de rabbit hole qui manquent ici. Toujours un plaisir. Merci pour ton invitation. Merci de l'invitation.